très difficile pour moi de présenter mon travail, après Anne, que vraiment je félicite aussi à mon tour, parce qu'elle était vraiment impeccable, complète. Voilà, et si elle a un résumé de ce travail, ça m'intéresse absolument. Alors, donc, moi, pour ma part, je vais vous présenter un travail d'équipe sur la chirurgie du ligament croisé antérieur, qui n'a rien de neuf, puisque nous le pratiquons depuis des années. Et ce qui est neuf, c'est qu'on va essayer de le faire de façon ambulatoire. Merci. Alors, la chirurgie du ligament croisé antérieur en ambulatoire se fait depuis quelques années par plusieurs équipes. Certains ont commencé, ils ont arrêté parce qu'ils avaient des déboires. Nous, on a l'expérience dijonnaise qui était plus ou moins correcte. Et on va essayer de voir si on peut le faire ici à HNFC de façon ambulatoire, sachant que nous le pratiquons actuellement sans aucun problème, régulièrement, avec une seule nuit d'hospitalisation. Alors, j'ai dit que c'est un travail d'équipe. Mes collègues qui sont présents, donc il y a le Dr Alboudi qui est malheureusement absent, qui est un chirurgien orthopédiste, et Dr Lagrave qui est un chirurgien anesthésiste, c'est un collègue anesthésiste qui nous aide beaucoup pour les protocoles oncologiques. Alors, je ne vais pas vous présenter la chirurgie ambulatoire du ligament croisé antérieur sans parler du croisé antérieur. Donc, on va parler dans cet exposé de certains points sur ce ligament. D'abord, la fonction du ligament croisé antérieur, le mécanisme de sa lésion, les indications opératoires, la technique chirurgicale, suite opératoire, et puis quelles sont les contraintes si on veut le réaliser en chirurgie ambulatoire. Alors, le ligament croisé antérieur, c'est un ligament essentiel du genou qui se trouve au niveau de l'échancrure intercondylienne en avant du genou. Son insertion proximale, c'est sur l'espace préspinal en avant du tibia et son insertion terminale sur le condyle fémoral externe. Ce ligament est constitué de deux faisceaux. Le faisceau antérieur externe et le faisceau postérieur interne. Sans rentrer dans le détail, cette anatomie a son importance, puisque pendant les mouvements de flexion et extension, le ligament croisé antérieur, par ces deux faisceaux, se tord sur lui-même et ça réalise sa fonction. Quelle est la fonction du ligament croisé antérieur? Le rôle du ligament croisé antérieur, c'est limiter l'avancement du tibia par rapport au fémur, notamment dans les mouvements de translation et de rotation. Il assure ainsi la stabilité du genou. Quels sont les mécanismes de rupture du ligament croisé antérieur? Essentiellement, le ligament croisé antérieur se rompt pendant les mouvements de hyperextension associés à un valgus appuyé. C'est les mécanismes classiques des lésions chez les footballeurs. La conséquence est une instabilité fonctionnelle. Le patient présente une sensation de dérobement avec le lâchage du genou, qui aboutit à une chute et à la longue à des lésions méniscales et des blocages. La lésion du cartilage et des risques accrus d'arthrose vient du fait naturel dans les histoires naturelles de ligament croisé antérieur non réparés dans les 10 à 15 ans qui suivent. Alors, faut-il opérer? Qui il faut opérer? Donc, il faut opérer les instabilités fonctionnelles, car ça existe des patients, malgré le rupture du ligament croisé antérieur, ils n'ont pas instabilité fonctionnelle. Il faut savoir que si vous avez une bonne musculature, notamment quadriceps et les ischio-jambiers, vous pouvez très bien stabiliser votre genou et ne pas avoir instabilité fonctionnelle, grâce à une rééducation bien conduite, effectivement. Donc, on n'opère que ceux qui ont une instabilité fonctionnelle. Chez les patients jeunes, en dessous de 40 ans, sachant que, quelle que soit instabilité fonctionnelle ou pas, à partir du moment que le ligament croisé antérieur est rompu de façon complète, le genou ne travaille pas de façon cohérente. Et ceci aboutit à une arthrose ou des lésions ménisco-cartilagineuses. Les sujets sportifs qui pratiquent les sports de contact sont effectivement sujets à être opérés s'ils veulent reprendre le sport. Et puis il y a certains métiers où on a besoin d'avoir un genou stable, comme des maçons et des couvreurs, quel que soit l'âge.
Le diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur se fait par un examen clinique. On cherche deux gestes majeurs qui sont deux signes majeurs qui sont le tiroir antérieur direct et indirect et le jerk test. C'est effectivement, ces deux tests cherchent une translation antérieure de tibia sous le fémur. Mais souvent c'est difficile à la réaliser, en tout cas encore aigu, puisque le patient il a mal. On a pris l'habitude de demander examen IRM très souvent, et peut-être grâce à l'examen d'IRM presque systématique, on détecte les ruptures des ligaments croisés antérieurs très tôt. Ici, une image de IRM, vous voyez ici le ligament croisé antérieur est rompu, il est épaissi, odémacié, de couleur grise, en contraste avec le ligament croisé postérieur qui est intact. Quand faut-il opérer? Jamais en urgence, en tout cas en France. Toutes les recommandations, c'est ne pas opérer en urgence. Ce que malheureusement, parfois, on voit dans d'autres pays européens, notamment en Suisse, on les opère sur les stations de ski. Alors, mieux vaut opérer un genou refroidi, non douloureux et non inflammatoire pour éviter les complications post-opératoires qui sont des raideurs articulaires et algoneurodystrophie. Le meilleur moment pour les opérer, c'est entre 6e et 12e semaine post-opératoire après la rupture ou plus tard. En attendant, il faut faire des séances de kinésithérapie pour garder une musculature assez cohérente et préparer le patient psychologiquement et physiquement et informatiquement à l'opération. En attendant, on peut lui prescrire une genouillère et stabilisation de genou, très souvent articulée, pour pouvoir vivre sans risque. Alors la technique chirurgicale, et là j'espère que je ne vais pas vous ennuyer pour ça, mais c'est indispensable. Le principe des techniques chirurgicales des ligaments croisés antérieurs, c'est le remplacer. Et remplacer par un transplant tendineux autologue, c'est-à-dire qu'on le prélève chez le patient lui-même. Toutes les anciennes techniques, comme les prélèvements, comme les transplants tendineux à la greffe ou des ligaments synthétiques, malheureusement, ils ont donné des résultats non durables. Les ligaments synthétiques, dans les 4-5 ans qui suivent son implantation, souvent se déchirent. Ça donne la récidive et surtout des synovites inflammatoires assez importantes. Donc aujourd'hui, sauf des situations très exceptionnelles, on ne fait plus de ligamentoplastie par des ligaments synthétiques. Sauf pour les ligaments croisés postérieurs, il est toléré, et dans les cas de rupture itérative chez des patients où on ne veut pas toucher de l'autre côté, du côté sain. Alors, deux techniques chirurgicales sont aujourd'hui les plus utilisées. Les deux techniques sont exactement la même dans leur réalisation, sauf que le transplant ligamentaire se varie l'un à l'autre. La première, c'est la technique de Kenneth-Jones, pour laquelle on prend le tiers moyen du tendon rotulien comme transplant ligamentaire. Transplant ligamentaire, ça veut dire ce qui va remplacer le ligament croisé. Donc, le tendon rotulien, il fait à peu près entre 3,5 et 4 cm d'épaisseur. On prend le tiers moyen, à peu près 1 cm, associé avec deux petites pastilles osseuses. Une au niveau du pôle inférieur de la rotule et le deuxième au niveau tibia. Et on le met dans le genou à la place du ligament croisé antérieur. La deuxième technique qui est notre favori, c'est la DIDT ou DT4. DIDT, ça veut dire droite interne demi-tendineux. Ce sont deux tendons parmi les 4 qui constituent les tendons de la patte doigt et des ischio-jambiers internes. Par une incision de 3 cm sur la face interne de tibia, après l'identification, on peut prélever ces deux tendons avec un estripère, que vous voyez ici en métallique, on va les voir après, et en les sectionnant au niveau de la jonction musculo-tendineuse. On laisse le corps musculaire en place, on ne prend que les tendons. Ces corps musculaires, par synergie, ils vont se fibroser, pas fibroser, mais se coller aux deux autres muscles, de sorte que quand on fait une électromyographie au 6e en post-opératoire, la force musculaire du quadriceps n'est pas inférieure de façon significative par rapport au côté opposé. Donc, l'orantion cicatricielle est moins importante que le Kenneth-Jones. Il vaut mieux prendre les tendons ischio-jambiers plutôt que toucher les tendons rotuliens, qui est un tendon important. Et ensuite,
Les suites post-opératoires sont nettement plus simples, les douleurs sont moins importantes et la récupération plus rapide. Voilà, rapidement, schématiquement, ce qu'on fait après. Donc, le reste de l'intervention se fait sous arthroscopie. Sous arthroscopie, on vient faire une tunnel au niveau tibia, de l'extérieur vers l'intérieur, avec des instrumentations bien précises. C'est une tunnel traversière, c'est-à-dire il traverse le tibia de l'extérieur jusqu'à la surface pré-spinale, l'implantation du croisé antérieur à l'intérieur du genou. À travers de cette tunnel, on creuse les tunnels fémorales. Les tunnels fémorales, ce n'est pas un tunnel traversière, c'est une tunnel bornée, à peu près de 4 cm. Donc il laisse à peu près 1 cm d'espace avant le cortical externe. Effectivement, c'est les techniques que je développe, c'est les techniques que nous faisons, je fais, c'est mon favori, il y en a d'autres. Quelques vues péropératoires, j'espère ne choquer personne. La plupart sont des infirmières, ils ont l'habitude. Alors, voilà une table classique avec quelques instruments. Les plus importants, ce sont des pinces. Il y a des pinces coudées à 90 degrés qui nous permet de prélever les tendons. Là, c'est un estripère qui nous permet de estriper les tendons, le moteur et les autres instruments classiques. Le patient est couché en position décubitus dorsal avec la cuisse du côté opéré bloquée dans un étau. L'autre membre est sur une appui gynécologique pour faciliter l'accès. Voilà une table dressée pour cette chirurgie, quelques pinces, quelques fils non résolvables pour préparer les transplants, le stripper qui est un instrument essentiel pour le prélèvement des tendons, et puis des pinces coudées à 90 degrés, ciseaux, et puis les instrumentations spécialisées. Voilà une vue d'installation. Donc le genou est installé, on met le champ opératoire, et on utilise un champ bien particulière transparente qui est une forme de récipient pour recevoir l'eau, puisque l'arthroscopie se fait sous l'eau. Et quand on a la chance, l'eau il reste dedans et le sol n'est pas noyé. Une vue péropératoire, l'incision de 3 cm sur la face interne de tibia, identification des deux tendons, leur prélèvement. Une fois qu'on a enlevé les deux tendons, on les met l'un à côté de l'autre, ils sont à peu près entre 20 et 25 cm de longueur. On plie ces tendons à 4 pour obtenir un transplant de 10 à 11 cm de longueur. Dans la partie proximale du tendon, on fait un saucissonnage, un boudin de 40 mm exactement. Cette partie proximale est destinée pour rentrer dans les tunnels fémorales. Les deux autres extrémités, on met des fils de traction pour pouvoir ramener dans le genou. Voilà une vue de préparation de ce transplant ligamentaire. Ensuite, on va les calibrer dans un calibraire pour savoir exactement quel est le diamètre du transplant. En fonction de ce diamètre, on va choisir des tarots pour pouvoir forer dans l'os. Un détail très important, quand vous prenez un tendon pour mettre à la place d'un ligament, ce n'est pas du tout les mêmes propriétés mécaniques. Un tendon est plus souple, un tendon est plus élastique. Donc, pour ne pas avoir la surprise d'avoir une laxité post-opératoire, il vaut mieux les mettre en pré-contrainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les mettre en traction maximale sur une table qui nous permet de tirer au maximum de tendons. On va les laisser pendant 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, on ne perd pas de temps, on fait le temps arthroscopique. Et après, on l'implante. Si on a le temps, si vous n'êtes pas fatigué, il y a 3 petites films, chacun de 30 secondes, pour pouvoir montrer un peu la préparation de ce transplant. Voilà, quelques photos. Et ensuite, le temps arthroscopique. Pendant le temps arthroscopique, des lésions associées seront traitées. Ici, il y a une lésion méniscale qui sera traitée en même temps. Ici, il y a une vue de ligament croisé antérieur rompu à son insertion fémorale, ce qui est les figures les plus rencontrées. Là, ici, préparation en aidant les chancrures à face au niveau du conduit fémoral externe. On prépare le tunnel fémoral. Ici, vous avez une vue intra-articulaire de ligament croisé postérieur. Le ligament croisé antérieur est inexistant. Ici, mise en place d'une guide de forage pour tunnel tibial. Je ne rentre pas dans le détail.
j'essaie. Ici, préparation avec un électrocoagulateur pour préparer bien l'emplacement du tunnel fémoral. Mise en place d'une guide à travers le tunnel tibial pour trouver le point de réalisation du tunnel fémoral. Ensuite, on met une broche et là-dessus, on fore, voilà, jusqu'à 40, comme je l'avais dit. Et le transplant dans la partie proximale est préparé à 40 mm. On fait un trou de 40 mm. Une vue intra-articulaire, tunnel fémoral borgne, puisqu'il ne traverse pas complètement le fémur. Ici, on est le fond du tunnel. C'est une vue de l'intérieur vers l'extérieur. Une file de traction permet de reprendre le transplant ligamentaire et ramener dans le genou à travers le tunnel tibial de l'extérieur vers l'intérieur. La fixation se fait par des éléments résorbables. Il y a 2 broches résorbables au niveau fémoral et une vis et une cheville résorbable au niveau tibial. C'est grâce à cette mode de fixation extrêmement solide qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on peut dire que DIDT est très solide et très fiable. Donc on peut se passer de KJ Kennedy-Jones. Une vue arthroscopique péropératoire du tendon qui est placé à la place du ligament croisé antérieur. Et quand on le regarde, c'est pratiquement les mêmes, identiques. Et on peut très bien construire le ligament croisé antérieur avec 2 faisceaux pour mimer l'anatomie exacte de ce ligament. Suite opératoire, lever le plus vite possible, le soir de l'intervention, la kiné et rééducation des sorties de salle d'op. Donc les kinés, ils viennent rééduquer le patient en salle de réveil. En gros, la rééducation d'un ligament croisé antérieur est partagée en 5 phases. Chaque phase dure 6 semaines. Première phase, appui autorisé avec une attelle et 2 cannes anglaises qu'il faut conserver jusqu'à obtention de verrouillage du genou. Ça veut dire jusqu'à ce que le patient puisse contrôler son genou en contractant son quadriceps. Ça dure à peu près 4 à 15 jours. Donc on demande au patient de marcher avec une attelle ou avec 2 cannes anglaises pendant 3 semaines. Mais en dehors de la marche, pas d'attelle et mobilisation le plus énergique possible. Et ensuite, la mobilisation de genoux, il n'y a plus de limitation comme on avait l'habitude avant. C'est-à-dire qu'avant, on fixait le ligament pas dans une tension maximale, ça avait peur de déchirer, et on demandait aux patients de ne pas dépasser 90 degrés, je dis pour les kinés qui sont ici dans la salle, on demandait aux patients de ne pas dépasser 90 degrés pendant les 6 premières semaines post-opératoires. Aujourd'hui, ce n'est plus absolument actualité. Le patient peut mobiliser son genou jusqu'à 130 degrés dès le premier jour post-opératoire, puisqu'on le fixe en tension maximale en extension. La durée totale d'une kinésithérapie après une ligamentoplastie, c'est de 3 à 6 mois, avec des fréquences variables d'un patient à l'autre. En moyenne, il faut compter 30 à 45 séances de kinésithérapie. Le patient est sous anticoagulant à peu près pendant 21 jours et contention pendant 1 mois. Alors, il y a des choses qui sont incontournables, c'est le glaçage régulier du genou, 3-4 fois par jour. Ça diminue la réaction inflammatoire, ça diminue la douleur, ça stoppe l'effusion sanguine en intra-articulaire. Donc les contractions isométriques du quadriceps dès les premiers jours post-opératoires, avec l'ordre de récupérer l'extension du genou dès que possible, en lutte contre flexion qui est très péjoratif pour la suite. À partir de 4e, 6e semaine post-opératoire, on peut commencer un travail de rodage articulaire sur vélo, et ça seront les kinés qui s'en chargeront. La phase 2, c'est entre 6e et 3e mois post-opératoire, on prépare le patient à une reprise d'activité sportive sans pivot, comme course à pied, vélo, natation, renforcement musculaire, continu. La phase 3, entre 4e et 6e mois, est consacrée à la reprise d'une activité sportive, comme le footing, vélo, les sports et l'entraînement. L'entraînement est autorisé, toujours en évitant toute activité en saut monopodal et en pivot. La phase 4, c'est après 6 mois. Les sports pivot sans contact peuvent être autorisés. Les sports sans pivot et les sports pivot sans contact, c'est tennis et ski. Et à partir du 7e,
tous les sports sont autorisés, même pivot contact, comme judo, comme du hand, comme tous les jeux de ballon. Bon. Excusez-moi si c'est un peu long, mais c'est important pour la prise en charge du patient, connaître un peu l'ordre de la chronologie de la rééducation. Actuellement, donc, nous faisons cette chirurgie avec une nuit d'hospitalisation. Et le lendemain, le patient rentre à la maison. Et très souvent, on se demande l'hospitalisation, ça sert à quoi le deuxième jour? Raison pour laquelle on va essayer de faire un ambulatoire. Alors, pourquoi faire un ambulatoire? Parce que d'abord, c'est demande de beaucoup de patients. Et ensuite, parce qu'il y a les recommandations HAS et le CPRM. Alors, pour pouvoir la réaliser, il faut des facteurs. Et c'est là qu'il est très important de respecter ces facteurs. Sinon, l'expérience, ça va être certainement pas très agréable. Alors, il faut d'abord que le patient soit consentant. Il faut que c'est le patient qui demande d'être opéré en ambulatoire. Il faut en plus que ce soit une chirurgie de première intention. Les suites post-opératoires de la chirurgie des reprises ne sont pas tout à fait identiques, elles ne sont pas tout à fait homogènes. Donc, on fait la chirurgie ambulatoire pour les chirurgies que de première intention. Et puis, il faut que le patient soit sain, pas d'antécédents médicaux, et qu'il soit bien entouré. On n'envoie pas un patient qui est seul à la maison le jour de l'opération. C'est le principe de toutes les chirurgies ambulatoires. Alors, il faut aussi une liste préétablie des kinés et des infirmières libérales pour fournir au patient en consultation préopératoire, pour que le patient prenne contact avant son intervention chirurgicale pour être rassuré qu'après l'intervention, il peut compter sur les infirmières libéraux et les kinés. Et puis enfin, il faut un secrétariat téléphonique qui puisse rappeler le patient à 24 et à 48 heures après l'intervention. Alors concrètement, la technique chirurgicale ne change pas dans le cadre de chirurgie ambulatoire. Par contre, l'ordre de passage de l'intervention doit changer. Il faudrait l'opérer ces patients dans les premiers patients de la journée pour pouvoir avoir plus de temps pour pouvoir s'en occuper. Et puis, le paramètre le plus important, c'est maîtrise de la douleur, qui doit être le plus efficace possible. Donc, c'est là que les anesthésistes jouent un rôle très important et c'est un travail d'équipe. On fait des infiltrations périarticulaires qui se fait en péropératoire par le chirurgien et on peut la compléter avec des blocs des adducteurs, des rachianesthésies latéralisées et puis des antalgies. Il y a une discussion, est-ce qu'on met un rodon ou est-ce qu'on ne met pas un rodon? Ceci n'est pas tout à fait réglé. Certains chirurgiens le mettent, certains d'autres ne le mettent pas. Mais si on le met, il faut l'enlever avant la sortie du patient. Débat de contention, c'est systématique. Le lassage de genou est systématique. Attelle de genou et de canne anglaise, j'en avais parlé jadis. Donc, il faut le garder pendant 3 semaines. Et puis, surtout, il faut que le patient, avant sa sortie, soit vu par l'anesthésie, par le chirurgien et le kiné, et bénéficier d'une séance de kiné avant son départ. C'est à ce moment-là qu'on décide si on laisse le patient partir ou on le garde. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un principe très important, c'est la réversibilité. À chaque